Je vous remercie, Monsieur le Président. Je tiens à dire que je suis très honoré d'être le lauréat du prix ADJCAF 2023, un prix qui va me permettre de pouvoir publier ma thèse. Je ne peux que remercier l'ADJCAF pour l'initiative, la francophonie, l'ensemble des membres du jury composé d'éminents professeurs et magistrats. Alors, ma thèse consiste à dire que le pouvoir colonial s'est progressivement détaché du principe du respect des coutumes qu'il avait pourtant posé au début de son installation. En effet, à son arrivée dans les territoires du Soudan occidental, plus tard Soudan français, l'actuel Mali, les colonisateurs posent le principe du respect des coutumes. Mais par la suite, il va immédiatement spécifier que les coutumes, pour être respectées, ne doivent pas être contraires au principe de sa civilisation. L'application de cette règle, qui paraît simple, de prime abord, fait cependant surgir une difficulté majeure. Au Soudan, comme dans beaucoup d'autres colonies, rares sont les coutumes qui sont conformes aux lois de la métropole. Faut-il dans ces cas supprimer toutes les coutumes incompatibles ou il faut au contraire respecter certaines coutumes en recourant à un critérium pour déterminer les degrés d'incompatibilité avec les lois de la métropole? Quel a été l'essor des coutumes indigènes du Soudan français entre 1892, date de la création de la colonie, et 1946, date de la fin de la justice indigène, c'est-à-dire un système juridique basé sur l'application des coutumes, mais encadré et organisé par les colonisateurs? En d'autres termes, quelle a été l'attitude du pouvoir colonial à l'égard des coutumes indigènes durant cette période? Je vais donc répondre à ces questions en détail. Dans un premier temps, de façon un peu radicale et peu respectueuse des coutumes indigènes, les colonisateurs font tout pour supprimer des règles juridiques qu'ils estiment barbares et inhumaines. Des coutumes qui s'opposent frontalement au principe du respect de la vie, de la dignité, de la liberté des individus, tels que les châtiments corporels, le poison de préve, la mise à mort pour cause de sorcellerie ou encore les pouvoirs arbitraires et barbares du Fama, c'est-à-dire les chefs. On observe que les premières coutumes auxquelles les colonisateurs s'est immédiatement attaqués sont les coutumes politiques et pénales. Ces choix peuvent s'expliquer sans doute par la nécessité d'obtenir un meilleur ancrage sur le terrain, mais c'est surtout parce que ces coutumes sont qualifiées d'ordre public. L'introduction rapide des coutumes qui choquent considérablement les principes de la civilisation française a été rendue possible grâce à la substitution immédiate des commandants de cercle aux juges autochtones, bien qu'ils soient mal préparés aux fonctions judiciaires et malgré leur très mauvaise connaissance des coutumes indigènes. Mais cette substitution immédiate aussi était une nécessité politique. Il fallait, par l'exercice direct de la justice, faire comprendre aux indigènes qu'ils dépendaient dorénavant, de la seule autorité française. Mais à partir du XXe siècle, conformément à la circulaire du 4 février 1900, qui part de l'idée que les meilleurs moyens d'assimiler les indigènes consistent d'abord à respecter leurs institutions, les tribunaux indigènes seront exclusivement composés par des juges locaux. La plus grande difficulté pour les colonisateurs consistait alors à faire condamner des coutumes par des juges autochtones, des coutumes largement ancrées dans leurs mœurs. Alors naturellement, au départ, il y avait résistance et incompréhension de leur part. Les autochtones ne comprenaient pas les sentiments qui motivaient le pouvoir colonial, l'administration coloniale, à vouloir exprimer des faits qui ne comportaient rien d'abusif de leur point de vue. Mais mettant en avant l'intérêt supérieur de sa civilisation, l'administration coloniale parvenait toujours à imposer sa vision aux juges autochtones. Bien évidemment, elle était consciente qu'il s'agissait d'une entorse considérable aux coutumes indigènes, mais en même temps, elle était persuadée qu'elle agissait au nom des valeurs supérieures aux droits indigènes, tranchant ainsi dans cette perception délicate, dans cette contradiction délicate, entre la perception humaniste et l'approche technologique respectueuse des coutumes indigènes. En 1904, avec l'institution des tribunaux de cercle et une chambre d'homologation, la lutte contre les coutumes indésirables devient un peu plus aisée. Il n'était plus question de contraindre les juges autochtones à réprimer les coutumes inapplicables. Les magistrats, plutôt les administrateurs juges français, s'en chargeaient eux-mêmes, soit en premier ressort, soit en deuxième ressort, ou devant la chambre d'homologation de la cour d'appel de l'AOF,
qui jouait le rôle du juge suprême en matière indigène. Dans un second temps, le pouvoir colonial s'attaque aux droits privés indigènes. Et le rythme de l'altération du droit privé indigène a été un rythme lent. Les coutumes de cette nature, on le sait, ont été les plus difficiles à être maîtrisées dans l'histoire judiciaire de la France. Le droit privé et surtout le droit civil est la partie du droit la plus traditionnaliste. Même dans les pays avec une forte activité législative, on y innove peu au moyen des lois, pour reprendre ici l'expression de John Gilsen. L'analyse des états de jugement des tribunaux des cercles de Boukouni, Koutiala, Ségou et tant d'autres tribunaux du Soudan français montre que les coutumes relatives aux droits privés ont été longtemps respectées malgré le fait qu'elles soient, excusez-moi, en contradiction avec les principes et les valeurs de la civilisation française. Alors, pour ne pas compromettre son entreprise dans cette matière, le colonisateur va observer une attitude extrêmement prudente. Mais la prudence du colonisateur ne saurait s'expliquer par le seul souci de ne pas provoquer un mécontentement, voire un soulèvement. S'il n'est pas immédiatement intervenu en matière de droit privé, c'est parce que certaines de ces coutumes facilitaient ses ambitions coloniales. C'est le cas par exemple de la mise en gage des personnes ou encore de la contrainte par corps dont le maintien permettait à l'administration de recouvrer l'impôt de capitation. De façon générale, pour supplier aux coutumes inapplicables, le pouvoir colonial, à travers les tribunaux indigènes, recourait aux règles juridiques métropolitaines. On part de l'idée que les meilleurs éléments de transformation des mœurs et coutumes indigènes doivent être puisés dans les conceptions politiques et juridiques de la France, qui représentent la haute civilisation. Ainsi, très vite, on voit apparaître en matière pénale la peine d'emprisonnement et d'amende à la place du rachat de l'infraction et du châtiment corporel. En matière matrimoniale, tardivement, dans les années 30, on va imposer le consentement des époux. En droit de contrat, effectivement, dans les années 30, on va indiquer que les conventions ne peuvent être portées sur une personne humaine, comme c'était le cas à travers la mise en gage des personnes. En droit foncier, on finit par introduire la notion de l'individualisation de la terre et celle des terres vacantes sans maître. Malgré la volonté affichée du colonisateur de réprimer, de réformer les droits indigènes, les coutumes locales, certaines coutumes sont restées inchangées. Il ne suffit pas d'instaurer, d'introduire de nouvelles règles dans une société pour aboutir à la transformation des mœurs. Certaines coutumes étaient tellement ancrées dans les mœurs qu'elles ont survécu à la colonisation. C'est le cas par exemple du mariage par échange de femmes pratiqué par les Minyanka du Koutiala ou encore les sacrifices humains, aussi extraordinaires que cela puisse paraître, qui demeurent de nos jours dans les mœurs. Pour terminer, on peut dire que le pouvoir colonial a essayé de construire l'espace juridique colonial à partir de la diversité et pluralité vers l'unité et l'uniformisation, un peu comme à l'image de la France. Le Soudan français et de façon générale les colonies africaines n'étaient-ils pas associés à l'image du passé de la France? Je vous remercie.